Moi, je suis Sophie Guetta et donc je suis responsable du service commerce et tourisme à la CCI Occitanie. Donc, c'est moi effectivement qui animerai ce webinaire. Si vous êtes connecté, c'est que vous êtes sensibilisé à cette question du document unique qui, comme je vous le rappelle, est une obligation pour chaque employeur d'évaluer ces risques qui existent dans son entreprise en matière de sécurité et de santé de ses salariés. Donc, pour cela, chaque employeur doit établir et surtout tenir à jour ce document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, c'est le DUER. Donc, parfois, on va pouvoir raccourcir, on ne va peut-être pas forcément tout au long du webinaire parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. On parlera du DU, ça sera document unique, on va le raccourcir peut-être parfois. Donc, quand on parle de DU, c'est ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc, pour les professionnels du tourisme, ce document est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que, au fil des études, ils se sont rendus compte que vous étiez des professions à risque, dans le sens où les accidents qui ont été recensés sur ces professions sont plus élevés que dans les autres activités. On voit bien, on imagine bien que dans la restauration, entre les outils qui sont utilisés, les sols qui peuvent être glissants, il y a un certain nombre de risques qui sont plus élevés que dans d'autres professions. On imagine des professions dans le tertiaire ou dans des bureaux, on a quand même beaucoup moins de risques. Donc, il y a un enjeu particulièrement sur cette profession-là. Alors, pourquoi aussi on a dédié ce webinaire à OCHR ? Parce que vous allez voir que vous avez des outils et des méthodes spécifiques qui vous sont dédiés. Lors de ce webinaire, on va vous présenter justement les outils et les méthodes qui sont dédiés aux professionnels du tourisme. Donc, ce webinaire a deux objectifs. Le premier, c'est de vous présenter justement le document unique, à quoi il sert, d'accord ? Quels sont les enjeux de celui-ci et surtout, comment vous pouvez le réaliser. Donc, ça, c'est un des premiers objectifs de ce webinaire. Et le deuxième, c'est de vous apporter des informations sur des aides financières que vous pouvez obtenir lorsque vous avez des dépenses que vous avez déjà engagées dans le cadre du Covid, parce qu'on sait que vous avez dû acheter des plexiglas et ainsi de suite, des bandes pour respecter les mesures de distance. Donc, il y a des aides financières pour vous aider à financer ces dépenses, mais également des aides dans le cadre de votre profession, en dehors du Covid. Vous avez aussi des aides et on sait très bien que vous êtes nombreux à ne pas les connaître. Et donc, c'était aussi notre objectif de celui-ci, c'était de vous rappeler aussi les aides dont vous bénéficiez et dont vous n'avez pas forcément connaissance. Et donc, pour cela, la CCI Occitanie s'est associée donc avec la région Occitanie, donc le conseil régional, la région et la CARSAT pour vous présenter un webinaire assez complet. Donc, vous avez la chance d'avoir un certain nombre d'intervenants. Donc, on aura l'occasion d'entendre donc Sabrina Bertrand, qui est ingénieure à la CARSAT. Vous aurez aussi la chance d'avoir son collègue, donc Guy Auriguez, qui est ingénieur aussi à la CARSAT. On aura également l'intervention de Stéphanie Séjourné, donc, qui est à la CCI de l'Aveyron, qui interviendra sur le document unique, et également Aurélie Nicolas Faure, qui vient de la région Occitanie pour vous présenter les aides financières de la région. Alors, en termes d'ordre, on va commencer tout d'abord par vous présenter le document unique. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses enjeux ? Et donc là, c'est Stéphanie Séjourné qui va le présenter. Et puis, de suite après, on parlera des aides de la région avec Aurélie qui interviendra à ce moment-là, parce que malheureusement, Aurélie devra nous quitter à 10h30. Et donc, on va absolument avoir le temps de vous présenter ces aides et surtout que Aurélie ait le temps de répondre à vos questions. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu interverti l'ordre du jour par rapport à ce qui était présenté dans le programme, mais ce n'est pas très grave, ça se déroulera très bien comme ça. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphanie pour intervenir sur le document unique. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses enjeux pour que vous posez le décor ?
Merci Sophie. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous faire quelques rappels sur le document unique. Je suis Stéphanie Séjourné, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron en tant que conseillère entreprise. Je travaille plus particulièrement sur les sujets de la santé, sécurité au travail et également sur l'accompagnement au développement de projets, toujours pour les très petites et petites entreprises du secteur du commerce, de l'hôtellerie-restauration, des cafés et également dans le secteur de l'industrie. Un grand merci à ma collègue Émilie Larouquet de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées qui m'a vraiment apporté une aide très précieuse dans l'élaboration de cette présentation. Et à l'ensemble de mes collègues du réseau sécurité des CCI Occitanie, voilà, merci beaucoup pour notre travail commun. Alors, comment va se passer ma présentation ? On va d'abord regarder ensemble de quand date cette fameuse obligation d'élaboration d'un document unique. Puis, je vous rappellerai rapidement les principes généraux de prévention. Pourquoi unique ? Ça, on va voir, c'est un terme un peu ambigu quand même pour ce dont nous parlons. On va regarder ensuite plus en détail la démarche d'évaluation des risques professionnels, comment on s'y prend. Pourquoi vraiment le faire ? Quand le mettre à jour ? Comment on s'y prend très concrètement ? Et pour vous, les professionnels, notamment hôtellerie, restauration, café, on a des outils très concrets, comme l'évoquait Sophie tout à l'heure. Qu'est-ce que ce fameux OIRA ? Et je ferai un dernier zoom quand même sur vraiment notre actualité en ce moment, sur l'importance de la formation, de l'implication des salariés et les points principaux à garder en tête dans la situation que nous connaissons actuellement et qui va être la vôtre pendant toute votre saison touristique 2020. Comme l'a précisé Sophie, bien sûr, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure dans le chat. Alors, on va commencer par faire un petit jeu tous ensemble. Moi, j'aimerais bien savoir, pour vous, d'après vous, de quand date cette fameuse obligation d'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques pro. Est-ce que Vincent, s'il te plaît, tu peux me lancer le sondage ? Alors, c'est un jeu qui est basé sur la vitesse. On vous demande de répondre le plus rapidement possible sur, d'après vous, depuis quelle date on a cette obligation de réalisation du document unique d'évaluation des risques. Allez, on a quasiment la moitié des personnes qui ont voté. Il faut juste aider question à choix unique, donc il faut choisir une date. Je vois que les personnes continuent toujours à voter. On vous laisse encore 10 secondes pour finir de voter et je vais ensuite partager les résultats. Donc, je vois que tout le monde a voté. Voilà, normalement, Stéphanie, tu dois avoir les résultats qui s'affichent à l'écran. Oui, en fait, on a un public formidable ce matin. Vous êtes vraiment super au point. Alors, effectivement, oui, cette obligation date bien du 5 novembre 2001. Autrement dit, il n'y a pas une urgence absolue à se dépêcher très, très rapidement de mettre au point son document unique aujourd'hui. Ça fait déjà 19 ans qu'on est obligé de le faire. Donc, on va le voir, on va peut-être se focaliser sur les priorités actuelles avec des outils très fonctionnels. Bon, la date du 17 mars 2020, vous la connaissez. C'était le moment en fait où la France est partie en confinement. Le 11 mai 2020, c'était le début du déconfinement qui était vraiment extrêmement progressif. Vous vous en êtes rendu compte, notamment dans vos professions. Le 5 novembre 2001, c'est vraiment le moment où le décret a été publié pour nous demander en fait de formaliser dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pro. Le 12 juillet 1998, 9% d'entre vous ont choisi cette date qui est en effet une date très positive pour les Français puisque c'était la première Coupe du Monde de foot que nous avons enfin réussi à remporter, donc ça c'était chouette. 31 décembre 1991, en fait, c'est la date de la publication de la loi qui demandait de réaliser cette fameuse évaluation des risques professionnels. Donc, vous voyez, on a eu quand même un réel temps de latence entre le moment où on nous a dit où la loi a été éditée pour demander l'évaluation des risques et 20 ans plus tard, le décret d'application qui est publié. C'est dans cette loi du 31 décembre 1991 qu'on va trouver le fait qu'on doit procéder à cette évaluation des risques dans le cadre de la mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels.
Ça, on va y revenir dans une seconde. C'est vraiment les principes fondateurs de l'approche santé-sécurité au travail en France. Et j'avais quand même envie de vous mettre la date du 15 octobre 1810. Vous avez bien lu, c'est 1810. Alors, il y en a un petit nombre d'entre vous qui l'ont choisi. En fait, c'est la publication du décret impérial sur les manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. En fait, c'est un peu le point de départ des fondations du code, de la partie sécurité du code du travail en France. C'est un peu par là que tout a commencé, en octobre 1810. Alors, on l'a vu, la loi de 91, c'est elle… Ah, mais oui, il nous fallait quand même des imprévus liés au direct. Comment je fais pour revenir à ma diapo et surtout revenir à un affichage de diaporama? Vincent, je te laisse faire. Bien, bien, bien. Ça y est, nous y sommes. Donc, ces fameux principes généraux de prévention, donc édités par la loi de 1991, nous dit que chaque fois qu'on doit travailler sur des principes de sécurité au travail, abordés par ordre de priorité, on doit toujours éviter les risques d'exposition chaque fois que c'est possible. Si on ne peut pas éviter le risque, alors on va l'évaluer. Et ensuite, on doit toujours essayer de combattre le risque à la source, c'est-à-dire réduire le risque au maximum. Si on ne peut pas le réduire au maximum, on va à chaque fois privilégier des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc ça, c'est vraiment ce qui doit toujours fonder notre approche. Tous, c'est une erreur qu'on fait tous, même les préventeurs. On a parfois beaucoup trop tendance à aborder nos questions par mais c'est bon, ils portent leurs chaussures de sécurité, ils ont leurs gants, ils ont les tabliers, ils ont les gants anti-coupure. Ok, c'est très bien tout ça. Mais avant, qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment réduire le risque à la source? Qu'est-ce qu'on a fait en matière de mesures de protection collective? Qu'est-ce qu'on a fait en matière d'organisation pour vraiment réduire le risque autant que l'on peut? Et en dernier lieu, il y a quand même un point qui est très important aussi, qui est qu'on donne les instructions appropriées aux salariés. Mais on le voit, ça ne vient vraiment qu'à la fin de notre raisonnement. Et on va le voir, les outils qui existent aujourd'hui, notamment dans votre secteur d'activité, sont vraiment basés sur ces principes généraux de prévention et on doit toujours les garder en tête. Alors ensuite, j'avais envie de faire un petit clin d'œil sur le fait qu'en fait, on parle d'un document unique. Donc, j'avais envie de faire un petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, dans laquelle il est question d'un anneau unique pour les gouverner tous. Donc, s'agit-il en fait d'un document unique pour les gouverner tous? Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on va synthétiser dans un unique document par entité tout ce qui a trait à l'évaluation des risques et à la prévention des risques professionnels. Alors, quelle démarche en fait on va mettre en place? Le premier point en fait, c'est qu'on va faire un inventaire des risques auxquels sont soumis les salariés de l'établissement. Et l'objectif, c'est de mettre en place des mesures de prévention organisationnelles, techniques et humaines. On formalise tout ça dans un même endroit en fait, dans ce fameux document unique. Bien sûr, ça va toujours relever de la responsabilité de l'employeur, ça va toujours s'inscrire dans le cadre de son obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés. On est bien d'accord, c'est une obligation qui pèse sur l'employeur. Pour autant, les salariés sont eux-mêmes responsables de leur propre sécurité et de la sécurité des personnes qui travaillent avec eux. Ça, c'est une jurisprudence qui s'affirme de plus en plus depuis quelques années sur le fait que le salarié a lui-même un grand rôle à jouer dans sa propre sécurité. Ça, il ne peut pas la négliger. Donc, on regroupe dans un même document ces éléments-là. Et ce que je tiens à souligner aussi, c'est que pour vous, employeurs, c'est aussi l'occasion d'aborder le management sous un angle un peu différent, en associant au maximum les salariés dans l'élaboration de ce document unique, parce qu'après tout, c'est quand même eux qui connaissent le mieux leur propre activité. C'est à eux de vous faire remonter des situations dangereuses dont ils auraient eu connaissance et pour lesquelles ils pourraient vous proposer des actions d'amélioration. Et puis, l'autre point important, c'est aussi qu'à partir du moment où ils ont été associés à l'élaboration de ces solutions,
c'est quand même beaucoup plus facile de les faire adhérer à la mise en place de ces solutions et donc de les impliquer dans leur mise en œuvre au quotidien. Et justement, de ne pas considérer que tout ça, c'est toujours la responsabilité du patron et pas trop la leur. En fait, vous êtes mutuellement responsables de ces aspects et vous devez donc les mettre en œuvre ensemble, eux autant que vous. Vous êtes juridiquement, effectivement, responsable de leur santé et de leur sécurité. Vous êtes l'acteur principal, en fait, vous êtes le chef d'orchestre là-dessus. Ce document unique vous aide en matière de structuration de la prévention dans l'entreprise. Petit clin d'œil, c'est vrai que je sais que pour pas mal de chefs d'entreprise, c'est un peu une obligation administrative de plus qui pèse sur vos épaules. Moi, j'ai envie de vous dire, transformons la contrainte en opportunité. Vous allez pouvoir vous servir de cet outil. Il faut qu'il soit fonctionnel, il faut qu'il soit utile, il faut qu'il vous serve au fil du temps et que ça vous serve vraiment de base pour structurer votre démarche. Il est obligatoire pour qui ? Pour toutes les entreprises qui emploient au moins un salarié. Quand je dis ça, ça vous concerne, par exemple, même si vous avez des salariés à temps partiel et même si vous faites simplement appel à des saisonniers, à partir du moment où vous avez au moins un salarié, vous avez cette obligation de formalisation du document unique. Allez, juste pour préciser qu'en cas de manquement, la responsabilité civile au titre du Code du travail ou de la sécurité sociale, ou bien pénale au titre du Code du travail ou du Code pénal, du dirigeant peuvent être engagées. Notamment dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est important en fait de pouvoir à tout moment attester de votre bonne foi, de tous les moyens en fait que vous avez mis en œuvre pour faire en sorte de protéger au maximum la santé de vos salariés. Le document unique, en fait, il fait partie intégrante de ces preuves qui attestent que vous avez vraiment mis en œuvre tous les moyens qui étaient en votre possession pour prévenir les dangers. L'absence de document unique en elle-même, elle peut être sanctionnée par une amende de 1 500 €, simplement doublée en cas de récidive. Avec les salariés qui peuvent obtenir des dommages et intérêts même si l'existence des risques professionnels n'est pas établie. En fait, en gros, ce qui peut se produire si on n'est pas muni d'un document unique, c'est potentiellement ce qui peut se dessiner, c'est la faute inexcusable de l'employeur. On pourrait considérer que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour vraiment à la fois évaluer les risques et les prévenir. Donc voilà, vraiment, on va le voir, on a des outils très simples pour le faire. Donc, c'est vraiment dommage de courir ce genre de risque alors qu'on a des moyens simples pour mettre en place ce document unique. On le met à jour au moins une fois par an, après la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans l'entreprise, et surtout lors de tout changement de circonstances qui peuvent modifier les conditions de travail ou impacter la santé ou la sécurité des salariés. Modification d'outillage, utilisation d'un nouveau produit potentiellement dangereux. Et alors, globalement, une crise sanitaire telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est évidemment un changement de circonstances. On a un nouveau risque qu'on ne connaissait franchement pas jusqu'à décembre 2019. Donc, on doit l'intégrer dans notre document unique. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas de document unique à aujourd'hui, c'est l'occasion d'en mettre un en place qui va notamment intégrer ces aspects sanitaires qui sont nouveaux pour nous. Alors, comment s'y prendre ? Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on parle de document unique, et pourtant, en France, donc presque 20 ans après la publication du décret, on n'a toujours aucun modèle ou formulaire préétabli qui n'a été prévu par la réglementation. Néanmoins, l'évaluation des risques, elle doit comporter différentes étapes. On doit identifier les situations dangereuses, on doit estimer les risques en termes de gravité ou de fréquence d'exposition, on doit mettre en place un plan d'action et on doit formaliser tout ça dans un rapport. Toujours avec l'aide de vos salariés qui peuvent vous faire remonter des situations auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Alors, on n'a aucun modèle ou formulaire qui a été établi dans le secteur du tourisme, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés. On a de la chance puisqu'on a un outil qui existe, qui nous propose un modèle dont on va pouvoir partir directement. C'est l'outil OIRA. OIRA, c'est Online Risk Assessment. C'est un projet qui a été élaboré au niveau européen. En France, c'est l'INRS qui y participe. C'est un outil qui est simple, gratuit, qui permet de réaliser une évaluation des risques en ligne, directement adaptée à votre activité. Et ensuite, vous pouvez soit éditer sur votre disque dur ou télécharger ou imprimer un rapport complet et un plan d'action de prévention. Il a été élaboré en France en associant les organismes de prévention, INRS, CARSAT, et aussi les acteurs du métier concernés pour votre secteur à vous.
Il est reconnu par les services de santé au travail et par l'inspection du travail. Si vous produisez ces documents, que ce soit de manière informatique ou papier, ça vaut preuve vis-à-vis du document unique. Et il faut souligner que depuis quelques jours, il comprend maintenant un module, plan d'action Covid-19, qui est adaptable à tout type d'activité, que vous soyez dans le secteur CHR ou hors secteur CHR. On a maintenant un module spécifique. On a commencé à le tester avec les collègues et ça marche vraiment très, très bien. Donc, Guy Hourier va vraiment tout à l'heure rentrer dans le détail de la présentation de l'outil. Vous allez déjà voir comment concrètement vous allez pouvoir le prendre en main. Et on est plusieurs chambres de commerce et d'industrie sur le territoire de l'Occitanie à vous proposer dès maintenant des ateliers pratiques de prise en main de cet outil OIRA. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ils sont pris en charge dans le cadre de notre convention avec la CARSAT. Donc, finalement, pour vous, ils sont entièrement pris en charge financièrement. Ça ne donne pas lieu à facturation. Donc ça, c'est vraiment pour la manière de réaliser votre document unique. Dans tous les cas de figure, vraiment, il est extrêmement important de former et d'impliquer vos salariés à tout moment, que ce soit en lien avec la crise sanitaire actuelle ou pas. Donc, élaborez les mesures de prévention avec vos salariés ou leurs représentants, si vraiment vous avez une structure de taille importante. Formez-les à ces mesures et gardez une preuve écrite de cette formation. Le fait qu'ils ont connaissance des mesures de prévention mises en place dans le cadre de leur activité professionnelle, le fait qu'ils s'engagent à les appliquer et le fait qu'ils s'engagent aussi à vous faire part de toute information pertinente sur ce sujet. Je pense notamment dans la crise qu'on connaît aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours évident d'arriver à demander, par exemple, à vos clients de garder le masque quand ils circulent dans les parties communes. Et donc, vos salariés peuvent être parfois confrontés même à des situations d'incivilité ou de violence. C'est important qu'ils vous en fassent part et qu'ensemble, vous trouviez des solutions pour assouplir un peu ces aspects-là et au contraire renforcer le professionnalisme de l'établissement en expliquant que, voilà, compte tenu des circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est une responsabilité commune. Et autre point très important, garder toute trace des actions engagées en termes de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ça aussi, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Photographier vos grands panneaux d'affichage que vous avez mis en place pour bien expliquer les mesures qui sont en vigueur aujourd'hui. Photographier vos écrans de plexiglas si vous en avez mis en place à la caisse. Vraiment, tout ce que vous avez mis en œuvre, ça sera très important de pouvoir attester de tout ce que vous avez mis en place. On ne sait jamais, notamment si la situation sanitaire venait à nouveau à se dégrader en Europe. Pour l'instant, ça va plutôt bien, mais au niveau mondial, la situation a plutôt tendance à se dégrader. Donc, il est important que vous soyez prêts si jamais la situation venait à nouveau à chauffer. Du coup, à garder en tête dans la situation actuelle, notamment pour vos métiers à vous, ne jamais négliger les aspects d'organisation du travail, notamment pour le fait de ne pas trop se focaliser sur ces problèmes de Covid-19 et oublier nos risques métiers classiques. Bien sûr, gardez en tête vos gestes barrières, le matériel de protection si on a des contacts intersalariés ou avec la clientèle. Toujours bien se focaliser sur l'impact sur les relations sociales au travail et la relation commerciale, comme je le disais tout à l'heure, vos risques métiers. Et vis-à-vis de vos salariés, comme vis-à-vis de vos clients, être vigilant sur les mésusages et les retours d'habitudes antérieures. C'est vrai que c'est un peu lourd, toutes ces mesures, notamment quand il va commencer à faire très chaud. Le port du masque, ce n'est pas une partie de plaisir. Et mésusages, c'est le fait de ne pas bien utiliser, par exemple, le gel hydroalcoolique ou les masques, et faire attention de ne pas générer de faux sentiments de sécurité, faire attention que le fait d'utiliser un équipement de protection ne génère en lui-même pas de nouveaux risques supplémentaires ou un faux sentiment de protection qui fait que c'est bon, puisque j'ai le masque, je peux te faire la bise. Non, pour l'instant, on n'en est pas là. Franchement, ce n'est pas du tout d'actualité. Donc voilà, soyez vigilants. Vous avez vraiment un rôle pédagogique à la fois vis-à-vis de vos salariés et aussi vis-à-vis de vos clients sur cette gestion globale du risque. Alors, un point très important par rapport à cette crise Covid-19, actuellement, des aides financières existent pour vous aider à prendre des mesures adaptées. Et Aurélie Nicolas Faure va d'ailleurs vous en présenter une de la région Occitanie, le fonds local.
Bonjour, c'est Aurélie Nicolas Fort. Excusez-moi, je remettais le micro. J'ai fait la demande de partage pour pouvoir récupérer le PowerPoint. Donc le temps peut-être que ça monte puisque ce n'est pas encore le cas. Je vais démarrer. L'idée, c'est donc de vous présenter le fonds local qui a été mis en place au sein de la région Occitanie par la Banque des Territoires, la région Occitanie, 12 départements, les EPCI également des différents territoires. Alors, excusez-moi, parce que je ne peux toujours pas avancer. Si, ça y est, c'est bon. Donc, le Fonds local pour la reprise du tourisme et du commerce de proximité et de l'artisanat dans les territoires. En résumé, c'est donc un fonds qui a été créé à destination des secteurs du tourisme, du commerce de proximité et de l'artisanat. Ça a été créé le 29 mai, c'est opérationnel depuis le 4 juin dernier. Comme je vous le disais, c'est donc un fonds commun, environ 80 millions d'euros, créé à l'initiative de la région, mais en partenariat avec les départements, les EPCI et la Banque des Territoires. On est bien sur un fonds dans un objectif de relance. Il a pu y avoir des fonds qui ont été mis en place, notamment par la région, sur de l'urgence. Là, on est bien sur la mise en place d'une relance. Ces dossiers que vous pourriez éventuellement déposer sont gérés et instruits administrativement par la région. Et le dépôt se fait via un portail des aides qui est donc le Hub Entreprendre. Vous avez le lien et puis je vous dirai également le numéro vert qui s'affiche mais que vous connaissez peut-être déjà, qui concerne toutes les aides en faveur des entreprises sur lesquelles les CCI nous soutiennent dans la mise en œuvre. Alors, peut-être pour rentrer un peu dans le détail, même si j'essaye d'aller un peu vite. Donc, fonds local, c'est 2 dispositifs. Le volet 1, ce sont des aides à la trésorerie par le biais d'avances remboursables. Je repréciserai un petit peu le contenu, mais ce n'est pas l'objet vraiment précis de notre échange de ce matin, qui se situe plus autour du volet 2, c'est-à-dire du soutien à la réalisation d'investissements et d'équipements spécifiques à caractère sanitaire. Ce sont donc des subventions. Je vais détailler un petit peu le contenu, bien sûr. Donc, le volet 1, même si ce n'est pas l'objet précis de notre échange de ce matin, on souhaitait quand même vous en informer ou vous en réinformer si éventuellement vous en aviez le besoin. Donc, le volet 1, c'est d'aider via des avances remboursables qui seront remboursées à partir de dans 18 mois et pendant 24 mois, d'aider les entreprises qui auraient des soucis de trésorerie. Donc, pour des charges qui vont de salaire, de charges fixes, voilà, toutes les charges qui peuvent être nécessaires. Pour le tourisme, sont éligibles, pour faire court, les entreprises, les associations touristiques et tourisme social et solidaire, et puis les communes et EPCI gestionnaires de sites, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire à partir du moment où ça représente une part importante de leur budget. Pour le commerce de proximité et l'artisanat, ce sont donc les entreprises. Pour faire court. Alors, il y a des priorisations, comme vous le voyez, priorité aux établissements ayant suivi une perte de plus de 40%, des conditions par rapport au chiffre d'affaires. Donc voilà, je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail sur ce volet 1 puisque ce n'est pas vraiment l'objet de notre échange de ce matin, mais on souhaitait également vous en informer et vous dire de ne pas hésiter à le mobiliser le cas échéant. Voilà, on va passer directement au volet 2. Donc, le volet 2 qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui dans la mise en œuvre de votre document unique, c'est le soutien à la réalisation d'investissements et d'équipements spécifiques à caractère sanitaire. Donc là, on parle bien de subventions, à la différence du volet 1 où je vous parlais d'avances remboursables. En termes de bénéficiaires, donc pour le tourisme, les entreprises, comme vous le voyez, avec une priorité aux entreprises jusqu'à 20 ETP permanence, ce qui ne veut pas dire qu'au-delà de 20, elles ne sont pas éligibles, mais ça veut dire que la décision se fera dans un second temps après analyse, puisqu'il y a bien une priorité aux entreprises jusqu'à 20 ETP. Les associations touristiques et du tourisme social et solidaire, et puis les communes et EPCI dans la même limite que celle que j'expliquais tout à l'heure sur le volet 1.
Pour le commerce et l'artisanat de proximité, ce sont donc les entreprises de façon assez générale. Alors, sur les dépenses éligibles, puisque c'est quand même ça aussi le point important, et les modalités de l'aide. On est bien sur des dépenses en investissement. Donc, c'est-à-dire que on a mis par exemple une petite liste, je peux vous la relire, hein, mais des équipements qui permettent la distanciation physique, l'adaptation de l'accueil, du matériel de désinfection. On a eu, par exemple, pour vous donner un petit peu un exemple, hein, également, des couvertures de terrasse pour pouvoir accueillir un petit peu davantage. On a eu l'adaptation des espaces collectifs et des vestiaires. Le matériel jetable, je le précise parce que c'est souvent une question qui revient, le matériel jetable type gants, masques, gel, est éligible, mais dans le cadre d'un projet global d'investissement. Si dans le dossier déposé, il n'y a que des dépenses jetables, on ne pourra pas le prendre tout simplement parce qu'on est bien sur de l'investissement et pas sur du fonctionnement. Et du coup, de la même manière, on a eu également des questions sur des salaires, par exemple. Sur ce volet 2, l'idée, c'est bien de financer l'investissement, donc les salaires ne seront pas éligibles. Par contre, rien n'empêche, s'il y a un besoin en trésorerie, d'aller sur le volet 1 qui permettra une avance remboursable là-dessus. Une rétroactivité, puisque même si le dispositif a été mis en place le 29 mai, l'idée, c'est bien de pouvoir prendre en compte les dépenses engagées à compter du 14 mars. Donc, elles seront éligibles. La subvention proposée par ce fonds local, donc sur la réalisation de l'investissement spécifique, le taux d'aide serait de 70%, avec des plafonds. Donc, pour commerce et artisanat, une aide plafonnée à 2 000 € et pour les structures touristiques, une aide plafonnée à 20 000 €, avec un forfait spécifique pour les taxis qui sera de 150 € par véhicule. Un plancher d'aide, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas aider les sollicitations, les dossiers, si l'aide est inférieure à 250 €. Et puis, des modalités de versement que l'on souhaite et qu'on essaye de simplifier au maximum pour qu'elles puissent être réactives. Donc, pour les aides inférieures à 5 000 €, un versement unique sur attestation sur l'honneur d'engagement de la dépense. On ne demandera pas forcément les factures, on vous demandera une attestation. Et pour les aides supérieures à 5 000 €, une possibilité d'avance dès que votre dossier est accepté. Et puis, le règlement du solde sur la base des justificatifs. J'ai mis un petit point gouvernance très rapidement. C'est juste pour que vous ayez bien en tête le circuit. En fait, les dossiers sont déposés sur la plateforme dématérialisée dont je parlais. Ils sont pris en charge par la région pour instruction. Et dès lors qu'ils ont été instruits, ils sont présentés en comité départemental d'engagement dans lequel il y a la région, le département, les EPCI, les CCI, les CMA, pour échanger autour de la proposition d'instruction de la région. Parce que, comme je vous disais, on est bien sur un fonds de 80 millions d'euros, mais qui est abondé par l'ensemble des partenaires. Donc, la décision est collégiale sur la base des instructions proposées par la région. Voilà, donc je suis désolée, je suis allée vite, mais c'était pour laisser un peu de temps aux échanges. Donc, allons-y. Alors, pour l'instant, j'ai pas noté de questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur ces aides, puisqu'après, Aurélie Nicolas-Faure ne pourra pas rester avec nous. Donc, c'est le moment ou jamais de lui poser des questions et des précisions sur ces aides, tant sur l'éligibilité, sur le moyen. Ah, si, j'en ai une. Alors, je la lis. J'ai demandé un passe-rebond touriste qui passera en commission le 7 juillet. J'ai demandé l'aide Covid à la CARSAT pour les mesures Covid qui m'a été refusée car ils ne prennent pas tout en compte. Donc, je n'arrive pas à 1 000 €. Puis-je demander le volet 2 ? Alors, donc, c'est une question de cumul des aides. Hein. Alors, par rapport au cumul avec le passe-rebond, déjà, à partir du moment où les dépenses sont différentes, il n'y a pas de souci pour solliciter et bénéficier à la fois d'un passe-rebond et du dispositif local. Si
je le dis parce que c'est arrivé, hein. Si par contre, dans votre dossier passe-rebond, vous auriez déjà mis tous les investissements liés au sanitaire, ils seront pris éventuellement en charge dans le cadre du passe-rebond et ils ne pourront pas être pris également en charge dans le cadre de local. Donc, tant qu'on est sur des dépenses différentes, il n'y a aucun souci pour déposer et pour bénéficier des deux aides. Sur le volet CARSAT, alors du coup, je pense que vous en reparlerez une fois que la collègue de la CARSAT aura C'est ça, tout à fait. sa présentation. Mais sachez que dans le volet, au moment où il y a un dépôt sur local, on vous demande de lister les différentes aides que vous avez déjà sollicitées et ou obtenues. Et donc, bien évidemment, s'il y a déjà eu un soutien de la CARSAT, on ne pourra pas prendre les mêmes dépenses sur le fonds local. Pour des questions. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut demander un passe-tourisme, on peut demander le fonds local à partir du moment où la dépense n'est pas la même. C'est-à-dire que déposer un passe-tourisme au début de la crise et on a mis dedans des dépenses d'investissement, de modernisation, de transition écologique et ainsi de suite, ça passe. Si après on voit qu'il y a un fonds local et qui permet de financer des mesures plus sanitaires, puisque c'est quand même ça l'objectif, liées au Covid, là, on peut aussi demander une aide. C'est ça. Alors, la question aussi, c'est en termes de délai, parce qu'on sait que pour le passe-rebond, il y a un délai, puisque c'était dans le cadre du Covid. Qu'en est-il pour le fonds local? Est-ce qu'il y a des délais? Des délais de mise en œuvre, oui, j'aurais pu le préciser. Enfin, des délais pour déposer déposer la demande. Alors, le fonds local, il est en place jusqu'au 31 décembre 2020, avec par contre un dépôt de dossier qui devrait… alors, je n'ai pas encore les éléments précis parce que ça bouge, mais en tout cas, jusqu'au 15 novembre, il n'y aura pas de souci pour le dépôt des dossiers. Donc, un fonds qui irait jusqu'en décembre, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple déposer le 10 novembre un dossier sur lequel vous nous dites que vous allez faire des investissements en décembre. Voilà. Par contre, la date, pour l'instant, la date limite de dépôt, gardez en tête le 15 novembre, ce n'est pas encore complètement stabilisé, mais pour éviter les éventuels soucis, pour l'instant, gardez ça en tête. Donc, ça va au-delà du pass touriste qui, lui, s'arrête au mois de septembre. Tout à fait. Alors, après, il y a une question sur les masques et les gels hydrauliques. Est-ce que c'est éligible? Alors, selon… moi, j'ai tendance à répondre oui, s'ils sont associés à une dépense d'investissement, puisque j'imagine que le gel hydroalcoolique ou les masques sont considérés comme… ce n'est pas de l'investissement. Est-ce que c'est ça, c'est exactement ça la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des dossiers dans lesquels il y avait des investissements un petit peu plus globaux autour, par exemple, de vestiaires pour le personnel, de choses comme ça, et au sein duquel, je sais pas, 20% de la dépense globale présentée concernait des gels et des masques. Là, il n'y a pas de souci, on a pu le prendre. Par contre, on a eu des dossiers déposés dans lesquels nous n'avions que des gels et que des masques et des gants, enfin que du jetable pour faire court, que du consommable. Et là, on n'a pas pu le prendre en effet. Ok, donc il faut vraiment que ça soit associé à un projet d'investissement et que ce ne soit pas une charge en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'un carrelage de sécurité en cuisine est admissible dans le cas d'un investissement? Alors, excusez du coup ma mauvaise connaissance, mais qu'est-ce que c'est un carrelage de sécurité du coup? En fait, c'est vrai que ça s'adresse plus, à mon avis, là, à la CARSAT, puisque là, on est plus dans un investissement lié à la mise en sécurité de la cuisine, enfin, en tout cas, oui, c'est de la cuisine, et ce n'est pas lié au Covid, en fait. C'est pour avoir des sols antidérapants, et donc ça, c'est un investissement. Donc ça, je pense qu'on va se le garder pour la suite. C'est plus une question pour Guy Ouriez tout à l'heure. Mais je ne sais pas si Guy, vous pouvez prendre la parole de suite peut-être, ou je pense que ce sera mieux d'y répondre après, puisque toutes ces aides vous seront présentées ensuite. C'est vrai qu'on est désolé, on a un peu interverti le jour, mais vous inquiétez pas, on garde cette petite question et on y répondra tout à l'heure. Juste, c'est Sabrina Bertrand de la CARSAT. Donc, effectivement,
on a des dispositifs d'aide financière pour financer des carrelages antidérapants. On vous en parlera par la suite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, on nous pose la question de l'achat d'une machine à laver et d'un sèche-linge pour laver les masques et les blouses en tissu des salariés pour un camping. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une dépense d'investissement liquide, puisque là, on nettoie pour fournir du matériel. Est-ce que c'est quelque chose alors qui doit être bien sûr, comme toujours, avec toutes les réserves possibles, parce qu'il faut quand même l'expertiser et le présenter en comité d'engagement. Mais par contre, c'est le type de dépense qui me semble lié à des investissements sanitaires. Donc, voilà. Il n'y a pas de… Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. On prend encore une dernière question, me dit-on. Alors, faut-il avoir un salarié avant le bonjour, faut-il avoir un salarié avant le confinement pour bénéficier des aides? Non, il n'y a pas de nécessité autour de ça. Bien entendu, c'est regardé, mais il n'y a pas de blocage autour de ça. Ce qui est lié aux emplois, c'est plutôt sur le volet 1 et sur les modalités d'aide. Mais sur le volet 2, sur les investissements, il n'y a pas de nécessité là-dessus. OK. Alors, attends, parce que j'ai d'autres questions à un autre endroit. Alors, sur le volet 2, faut-il avoir des salariés au 16 mars? Donc là, vous y avez répondu. En fait, il n'y a pas de condition en termes de nombre de salariés pour bénéficier du local. C'est juste qu'il faut en avoir plus de 20. C'est cela. C'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de 20, ça nécessite une réflexion un peu plus poussée en comité d'engagement. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éligibles, mais c'est un peu moins éligible de fait. Ça se discute. OK. Et après, il y a une autre question. Donc, totem avec gel, gants, affiches pour le sens des circulations et visière, cela est pris en compte? Alors, du coup, c'est quoi? Ce serait un totem dans le… Alors, on a eu, par exemple, beaucoup la mise en place de totems et d'écrans pour expliquer les règles sanitaires et pour reléguer les sens de circulation, tout ça. Là-dessus, il n'y a aucun problème, ça rentre complètement dans les choses. D'accord. Après, du coup, sur totem avec gel, masque, tout ça, c'est quoi? C'est un totem dans lequel on… Non, je pense que c'est un projet global où il y a le totem et à côté la distribution de gel, de gants et d'affiches. En fait, c'était pour voir est-ce que le totem est suffisant en termes d'investissement pour pouvoir après rajouter les jetables. En fait, c'était ça, je pense, la question. On est en train de l'affiner parce que jusqu'à maintenant, on avait dit en effet, à partir du moment où il y a de l'investissement, s'il y a du jetable en plus, on prend le jetable. On s'est retrouvé avec des dossiers où on avait, je sais pas moi, 2% de la dépense qui était de l'investissement et tout le reste qui était du jetable, ce qui ne correspond pas complètement à la philosophie quand même. Donc même si l'idée, c'est pas forcément à ce stade de mettre un pourcentage précis, il faut garder en tête que pour pouvoir accrocher à une dépense d'investissement, il faut quand même qu'à minima la moitié, voire la majorité, soit une dépense d'investissement. D'accord. Donc, un écran, parce que j'ai vu des demandes passer où il y a un écran de télévision dans un restaurant pour afficher justement toutes les mesures sanitaires auprès des clients. Oui. Ça peut être pris en charge. Oui. D'accord, très bien. Alors, attends, il y a d'autres questions qui sont arrivées depuis. Le DER déjà déposé en 2011 à l'inspection du travail. Je n'ai pas de questions. Est-ce aussi obligatoire de déposer à la CARSAT ou à l'inspection du travail? Alors ça, je vous propose qu'on y réponde après avec l'intervention de la CARSAT. J'ai une question. Ah oui, sur le ratio, justement, c'est toujours la même question. Par rapport au ratio entre le montant de l'investissement et le consommable, est-ce qu'on a déjà un ordre de grandeur? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à ce stade, on n'a pas fixé d'ordre de grandeur parce que l'idée, c'est de rester souple et de ne pas se dire que parce que c'est 49% et pas 50%, ça ne passe pas. Mais par contre, on l'analyse et on le regarde, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'une… Si on a, je sais pas, si on a 2 000 € de dépenses et que sur les 2 000 € de dépenses, il y en a 1 800 qui sont du jetable, c'est un peu compliqué à expliquer
marqué en justification sur du investissement fonctionnement, quoi. Donc, je pense qu'il faut garder à minima peut-être en tête la moitié ou voilà, des choses comme ça. Ok. La question de Laetitia, une machine à laver à la vaisselle, pour qu'elle soit mieux désinfectée, peut-elle être prise en charge? Alors, je sais que nous avons pris des machines à laver parce qu'elles étaient spécifiques et qu'elles permettaient de ne pas avoir à toucher, par exemple, les verres ou les couverts pour éviter le contact. Ça, on a pu le prendre. Après, à voir si du coup c'est une machine à laver classique ou s'il y a une… Voilà, est-ce qu'il y en avait avant? Est-ce que du coup ça permet une meilleure prise en compte du volet sanitaire, quoi. C'est ça. En fait, pour bien comprendre le fonds local, il est vraiment dédié à des dépenses que vous auriez dû faire ou que vous allez faire liées à la crise Covid. En fait, c'est ça. Si c'est des dépenses liées à la mise en sécurité de vos salariés, là, la CARSAT, vous allez voir dans la présentation qui va suivre, les fonds dédiés sont plus sur cette problématique-là. C'est sur des dépenses pérennes qui peuvent être faites à tout moment, en fait. Là, sur le fonds local, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un fonds dédié aux dépenses qui doivent être faites dans le cadre de la crise et donc dans la mise en place de protection ou de mesures sanitaires liées au virus, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des questions là qui relèvent plus de la CARSAT et donc je propose d'y répondre un peu plus tard à la suite de la présentation. Alors, juste là, sur notre site internet, les achats ont été faits par 2 structures différentes, une SARL et une association. Devons-nous déposer 2 demandes différentes ou pouvons-nous déposer une demande globale listant l'ensemble des investissements et achats de consommables? Donc, en fait, la question, c'est est-ce que quand on a 2 structures différentes pour une même entité, est-ce qu'on doit faire deux dossiers différents? Oh non, je pense qu'à partir du moment où c'est la même entité, il n'y a pas de souci, hein. Il suffit par contre peut-être de préciser que c'est pour des établissements différents, histoire que nous, on s'y retrouve et qu'on ne pense pas que c'est 2 fois la même dépense au même endroit. Mais par contre, sinon, non, il n'y a pas d'obligation. OK. Alors, en termes juste de rappeler un peu le process, est-ce que c'est simple ou pas de monter son dossier sur la plateforme? Parce que là, on me pose des questions sur est-ce qu'on peut être accompagné pour monter le dossier? Alors, les retours que l'on a aujourd'hui sont que oui, c'est quand même relativement simple de déposer son dossier parce que ce sont des questions qui sont déclaratives. Donc, en fait, il faut mettre oui, non, remplir un montant. Enfin, voilà, et sur un parcours usager qui est simple. Il y a un mail également. Alors, une fois qu'on est sur le portail, il y a une assistance pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est problème technique de dépôt de dossier qui peut être mobilisé par téléphone ou par mail. Il y a un mail qui s'appelle local aussi, @laregion.fr, qui permet de poser des questions si besoin. Et en termes de pièces à fournir au moment du dépôt des dossiers, c'est relativement limité puisqu'il y a le CABIS, le RIB, l'alias fiscal et les devis éventuellement ou les factures en fonction de ce qui est disponible. Donc voilà, les retours qu'on a aujourd'hui sont que c'est relativement simple de déposer. Voilà. OK. Donc, sachez que dans les CCI, vous avez aussi des conseillers qui peuvent vous accompagner pour vous guider sur l'élaboration de vos dossiers. Donc, comme le rappelait Aurélie, normalement, c'est assez simple. Mais si vous avez des questions, il y a un numéro vert aussi. On va peut-être le mettre dans le chat, le numéro vert pour obtenir toutes les réponses à vos questions concernant le fonds local. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, une couverture de terrasse temporaire pour accueillir en extérieur et pallier à la perte du nombre de couverts en intérieur, est-il éligible au fonds local si ce n'est pas le cas pour l'aide CARSAT? Sur le fonds local, c'est un type de dépense qu'on a déjà pris. Hein. Donc, d'accord.
En effet, sur une couverture de terrasse liée au fait que ça permettait d'augmenter la capacité au regard des mesures sanitaires qui s'imposaient à l'intérieur. Donc, ça a été financé en effet. Voilà, donc c'est la couverture de terrasse qui est prise en compte, hein. Ce n'est pas la perte de chiffre d'affaires que vous avez pu subir malheureusement. Cette aide, on le rappelle, c'est vraiment pour financer de l'investissement. C'est ça, c'est une subvention donc, pour financer de l'investissement. En gros, il faut retenir que c'est une subvention à 70% pour financer de l'investissement global lié à la crise du Covid, quoi. C'est ça. Et donc, on l'a bien compris, quand vous parlez de devis ou de facture, ça veut dire qu'une entreprise peut se faire financer des dépenses qu'elle aurait déjà effectuées. Donc, celles qui étaient faites depuis le début du mois de mars, parce qu'au début, et voilà, les entreprises ont dû acheter des choses. 15 mars, enfin, c'est ce que je disais là tout à l'heure. On est sur le volet 2, on est rétroactif au 15 mars. C'est ça. C'est-à-dire que les dépenses à partir du 15 mars et celles aussi à venir. C'est bien oui, cela. Tout à fait. OK. Et d'ailleurs, selon les dossiers déposés aujourd'hui, parfois on a des factures puisque ça a été déjà réalisé et parfois on a des devis puisque ce sera réalisé à venir et également aussi en fonction de l'aide mobilisable ou pas. Peut-être une question sur les délais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépose son dossier, il faut estimer à combien de temps, le temps de l'instruction, que ça passe en comité d'engagement et que l'entreprise soit payée. Il faut se dire à peu près combien de temps? Alors, je vais avoir du mal là tout de suite à vous donner un délai parce que c'est une des grandes questions du moment et qu'on y travaille ardemment pour essayer de limiter justement les délais. Les premiers délais dont je peux vous parler, c'est qu'à partir du moment où le dossier est déposé, il est instruit. Les comités d'engagement ont lieu selon les territoires une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc, il y a cette première partie. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que derrière, il y a une décision de la présidente qui doit valider tout ça. On évite de passer en commission permanente de la région parce que sinon, ça nous fait perdre du temps. Donc, il y a cette décision présidente. Et après, il y a le paiement. Sincèrement, je ne vais pas pouvoir vous donner de timing parce qu'on est vraiment en train d'essayer de limiter au maximum ces délais et de travailler différemment que ce qu'on faisait jusqu'à ce jour. Donc, voilà. L'idée, c'est d'être réactif. Après, bien entendu, on reste quand même sur des aides qui, notamment selon le montant, ne peuvent pas se régler en 3 semaines. Enfin, voilà, je vous mentirais que de vous dire qu'entre le dépôt de dossier et le règlement, il y aura 3 semaines. Ce sera pas possible. Mais on travaille vraiment à essayer de réduire les délais au maximum. OK. On veut dire que vous recevez pas mal de demandes ces derniers temps. Là, on est à 250. 250 depuis l'ouverture. Depuis le 4 juin. Ouais. Depuis le 4 juin. Donc, est-ce qu'on peut rappeler la date de limite de dépôt des dossiers? Alors, à ce stade, comme je disais tout à l'heure, le dispositif, il est jusqu'au 31 décembre. Donc, des dépenses éligibles jusqu'au 31 décembre, mais gardez en tête pour l'instant le dépôt au 15 novembre, maximum. Donc, date limite des dépenses, je vais le mettre dans le chat comme ça, on l'aura. Donc, c'est 31/12/2020 et date limite de dépôt du dossier. 15 novembre. Dépôt du dossier, je le mets de suite, comme ça, il est écrit 15 novembre. Très bien. Merci beaucoup. Et le taux d'intervention, on va le rappeler aussi. 70%. 70%. Parfait. Bon, eh bien, écoutez, on va pouvoir vous libérer, Aurélie. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions liées au fonds local. S'il y en a d'autres, on essaiera de faire nous. Et puis sinon, on y répondra ensuite par mail à ce moment-là. D'accord? Vous n'hésitez pas. Merci et merci d'avoir respecté les délais. Il est 29, c'est parfait. Eh ben, merci à vous d'être intervenu. À bientôt. À bientôt, bon courage. Et je suis à votre disposition, bien sûr, s'il y a d'autres questions après, vous n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci, au revoir. Alors, après avoir traité de ces aides du fonds local, on va revenir sur le document unique. Et donc là, on va laisser la parole à Guy Auriez, donc, qui est ingénieur conseil à la CARSAT, et qui va nous présenter ce fameux outil dont parlait tout à l'heure Stéphanie, donc l'outil OIRA, qui vous permet d'élaborer votre document unique. Donc, Guy Auriez, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Auriez, effectivement, à la CARSAT, au service prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, je vais d'abord vous dire 2-3 mots sur la CARSAT et ensuite rentrer effectivement dans je dirais un petit peu la présentation des dispositifs OIRA et notamment de OIRA pour l'hôtellerie et restauration. Donc, la CARSAT, juste pour rappel, donc c'est la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. On est une composante de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et notre particularité, effectivement, c'est qu'on est votre assureur que l'on dit solidaire et unique, et que nous sommes financés donc par vos cotisations et que nous sommes gérés de façon totalement paritaire par les partenaires sociaux. Donc, on couvre les salariés du régime général en cas d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle. Donc, la CARSAT ne fait pas que cela, puisqu'elle s'occupe aussi, bien sûr, de gérer l'ensemble des retraites et de s'occuper des personnes fragiles. Donc, si on prend la branche accident du travail, maladie professionnelle, donc nous avons 3 volets. Donc, un volet tarification, c'est-à-dire qu'on calcule le taux de cotisation que l'ensemble des entreprises au régime général vont devoir régler à l'URSSAF. On s'occupe de la réparation, c'est plutôt basé effectivement dans les caisses primaires, et enfin de prévention des risques professionnels. Par rapport à ça, donc, je vais passer vite sur le rappel qu'effectivement vous êtes l'acteur principal dans le domaine de la prévention au sein de votre entreprise et que vous êtes, comme l'a dit Stéphanie Séjourné, juridiquement responsable de la sécurité et de la santé de vos salariés avec une obligation de résultat et également de moyens. Donc, il se trouve effectivement que l'évaluation des risques, dans ce contexte, c'est l'élément structurant de la prévention pour vous et c'est ce que vous avez, je dirais, l'obligation de mettre en œuvre au sein de votre entreprise à travers le document unique. Savoir que ce n'est pas seulement, je dirais, par rapport à cette obligation que j'ai prévu de vous parler d'OIRA, c'est également parce que c'est une obligation d'avoir un document unique pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de nos aides financières. Donc, OIRA, donc un outil effectivement qui est sectoriel. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui bénéficient à ce jour de ces outils en ligne et totalement gratuits. Donc, vous avez ici l'ensemble des secteurs d'activité qui sont concernés par ces outils. Donc, ça vous permet d'éditer, de mettre à jour votre document unique et également donc d'élaborer, de télécharger, de modifier, de transformer effectivement le plan d'action qui vous permet de limiter ces risques au niveau le plus bas possible pour vos salariés. Alors, vous voyez qu'actuellement, il y en a une dizaine de dispositifs OIRA qui sont d'ores et déjà en ligne sur le site de l'INRS. Vous avez une diapositive à la fin qui vous présente le site. Simplement savoir que d'ici 2022, il y a 40 métiers qui ont été ciblés et que déjà d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir 7 métiers supplémentaires qui vont être couverts par ces outils. Donc, comment ça se présente? Vous arrivez effectivement soit en passant par le site de l'INRS, soit en ayant tapez sur votre moteur de recherche préféré, simplement OIRA Restauration, vous allez arriver effectivement sur l'outil dématérialisé qui va travailler avec vous à partir des différentes étapes de production de votre restaurant ou des différentes étapes d'activité de votre hôtel. Donc, sur cet outil, à partir du moment où vous rentrez dans l'étape identification et estimation des risques, vous allez trouver une liste préétablie de risques sur lesquels vous allez pouvoir faire votre choix en fonction de ce que vous estimez qu'il existe dans votre entreprise ou qu'il n'existe pas.
À chaque fois que vous allez être soit sur une activité, soit sur un risque, vous aurez systématiquement des liens qui seront faits avec un certain nombre de documents qui vous permettent d'approfondir effectivement le sujet. Sur la restauration, c'est par exemple l'édition 880 qui va vous présenter l'ensemble des secteurs d'activité et des risques qui sont inhérents à cette activité. Vous avez la main, je dirais, de bout en bout sur ce que vous allez pouvoir rentrer, bien sûr, sur le système, mais également sur, je dirais, des ajouts, puisqu'on vous fait des propositions, mais vous pourrez rajouter effectivement soit des commentaires, soit des risques supplémentaires au fil de l'eau, si l'outil, je dirais, préétabli ne couvre pas la totalité de vos activités ou de ce que vous estimez être les risques liés à cette activité. De même, au niveau des pistes de solutions, donc on va vous en proposer systématiquement pour chacune des situations dangereuses que vous aurez pu faire apparaître. Simplement, elles ne sont pas exhaustives et vous pourrez là aussi rajouter vous-même les solutions qui vous paraîtront les plus adaptées. Et donc, jusqu'à la fin, jusqu'à l'élaboration à la sortie du plan d'action, vous aurez la possibilité de modifier effectivement tout ce qui va sortir. Donc, vous allez arriver effectivement sur cette première page OIRA, donc, qui va vous permettre, vous voyez, en plusieurs étapes. Donc, d'abord, une première étape qui sera l'identification et l'estimation des risques pour chacune des activités détaillées. C'est-à-dire qu'on a repris l'activité de restauration et on a pris toutes les étapes, le secteur froid, le secteur chaud, le service, etc. Donc, chacune de ces étapes de votre activité sont détaillées. Vous allez pouvoir faire cette identification, cette estimation pour chacune d'entre elles. À partir de là, le système va vous proposer un plan d'action. À partir de ce plan d'action, vous allez pouvoir le compléter, l'amender, le modifier, je dirais, dès l'instant où ça ne vous convient pas. Et vous pourrez, dès l'instant où vous aurez effectivement à la fois répertorié vos risques, à la fois estimé en niveau de gravité, de probabilité la survenue de ces risques, vous aurez votre plan d'action, vous pourrez imprimer effectivement la totalité de ces éléments. Donc, vous allez rentrer effectivement dans la phase d'identification-estimation. Donc, ça va se faire en une seule étape et systématiquement, vous allez retrouver, comme je vous le disais, sur cette page de présentation, les références juridiques et techniques qui vous permettront effectivement d'argumenter, de comprendre pourquoi le système vous indique que tel ou tel élément pourrait être dangereux. On vous proposera systématiquement également des informations complémentaires pour pouvoir aller plus loin sur un certain nombre de thèmes. Systématiquement, le système va vous proposer des réponses qui sont préétablies. Ces réponses qui sont préétablies ne vous engagent pas, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas, si vous pensez que l'élément qui est indiqué ne correspond pas à la réalité de votre établissement, eh bien, vous ne le choisissez pas et puis vous pourrez effectivement en choisir d'autres et les rajouter effectivement après coup. Donc, on vous propose également, lorsque vous rentrez dans la phase d'estimation, donc de quantification du risque, on vous propose a priori un niveau de risque. Là encore, vous pouvez, si vous considérez que pour vous, le niveau de risque n'est pas élevé, mais qu'il est moyen, vous pourrez changer effectivement ce niveau de risque. Donc, les solutions proposées donc, pour chacun des risques, mais que vous pourrez modifier effectivement par vous-même. Dès l'instant où vous avez rempli au fil de l'eau, c'est-à-dire tout simplement étape par étape dans vos activités, dès l'instant où vous avez rempli l'ensemble des éléments, vous allez pouvoir effectivement télécharger le rapport complet qui va correspondre à tout ce que vous aurez saisi, je dirais, sur votre dispositif. Vous pourrez également télécharger une vue d'ensemble des risques, c'est-à-dire que l'ensemble des situations dangereuses que vous aurez pu identifier, pour lesquelles vous verrez, on vous pose la question, est-ce que cette situation à risque existe? Vous avez à répondre oui ou non. À chaque fois que vous allez répondre oui, eh bien, ça va s'enregistrer, ça va s'incrémenter et à la fin, vous allez pouvoir télécharger effectivement la vue d'ensemble de ces risques pour l'ensemble de vos étapes d'activité. Et enfin, il va vous proposer effectivement de télécharger un plan d'action, sachant que pour chacun de ces éléments, ces documents seront modifiables par vous-même, effectivement. Et si vous considérez, après lecture du plan d'action, qui ne correspond pas finalement à ce que vous envisagez de faire, etc., vous pourrez le modifier, l'adapter à ce qui correspond à vos besoins.
De même pour le rapport complet qui ferait l'objet du document unique, vous aurez également la possibilité de le modifier après coup et de le revoir. Petite précision, quand vous allez arriver sur la première page, effectivement, OIRA, on va vous demander soit de faire un test pour l'essayer, mais auquel cas vous ne pourrez pas imprimer l'ensemble des éléments, soit de vous inscrire, ce qui vous permettra de faire l'ensemble des téléchargements, sachant que, bien évidemment, si vous vous inscrivez, on ne revient en aucun cas vers vous pour vous proposer d'autres choses. C'est simplement pour que vous puissiez rester sur une partie sécurisée et qui vous est réservée strictement. Dernier élément, il faut savoir qu'effectivement, vous pouvez utiliser OIRA à partir d'un ordinateur, à partir d'une tablette, enfin à partir de tous les éléments connectés qui sont à votre disposition. Vous êtes totalement effectivement indépendant et vous pouvez faire ça, je dirais, de chez vous ou de votre entreprise sans que ça pose de problème. Et vous avez ici un exemple effectivement de sites qui vous permettent finalement d'accéder directement sur les outils OIRA, sachant que si vous tapez simplement OIRA Restauration, je vous dis, vous arrivez directement sur la première page et ça vous propose directement de vous inscrire ou de tester effectivement cet outil. J'ai essayé d'être assez rapide, de façon, s'il y a des questions, à pouvoir y répondre, et puis aussi à laisser du temps par rapport aux subventions qui peuvent être attachées à ces éléments. Merci beaucoup. Je propose à Sadrina à ce moment-là de présenter ses aides et comme ça, on cumulera l'ensemble des questions, tant sur l'outil que sur les aides présentées. Donc, Sadrina, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Sadrina Bertrand, je suis ingénieure conseil au service prévention de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Guy Ourier était sur la partie Midi-Pyrénées, mais on a les mêmes dispositifs d'aide financière pour l'ensemble des CARSAT. Donc, comme vous l'a dit Guy Ourier, on est amené, on propose aux entreprises qui ont des salariés au régime général une offre de services pour les accompagner sur des programmes de prévention des risques professionnels. Et dans le cadre de cette offre de services, nous proposons des aides financières aux entreprises qui ont des salariés au régime général. Alors, on a deux types d'aides financières que nous pouvons proposer. Des aides financières qu'on appelle les subventions prévention TPE, qui sont à destination des entreprises de moins de 50 salariés et pour lesquelles on va les aider à investir dans du matériel spécifique plus sûr. Et puis, on a les dispositifs de contrat de prévention auxquels sont éligibles toutes les entreprises qui ont moins de 200 salariés et qui vont consister à faire un diagnostic global de la situation santé et sécurité dans l'entreprise avec un préventeur de la CARSAT, d'évaluer les risques et de proposer un ensemble de subventions qui vont pouvoir être mis en place pour aider l'entreprise à gérer un ensemble de risques. Alors, au niveau de l'hôtellerie-restauration, vous êtes gâtés, il y a plein de dispositifs qui sont disponibles. Alors, sur les subventions TPE, donc l'objet de la présentation, c'est de vous présenter la subvention Covid, mais je vais quand même vous lister les autres subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, vous avez une subvention Hôtel Plus à destination de l'hôtellerie, donc toujours pour les entreprises de moins de 50 salariés, où là, on va pouvoir vous financer du matériel spécifique pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques pour vos salariés. On a aussi une aide financière Stop Essuyage, où on finance des lave-verres avec osmoseur, pour justement éviter ensuite d'avoir à essuyer les verres et d'avoir des risques de coupure. On a une autre subvention qui s'appelle Couteau Plus, où on finance la formation à l'affûtage et à l'affilage des couteaux. Une autre subvention équipe mobile, donc là on va financer des timons électriques qui vont permettre de transporter des charges mobiles du type chariot, conteneurs de poubelles, etc., pour réduire encore les risques de troubles musculo-squelettiques.
Une aide aussi existe, Propreté Plus, où là, on finance des équipements qui vont vous permettre de nettoyer les sols, en particulier. Et une dernière subvention qui s'appelle TMS Pro, pour laquelle, suite à un diagnostic ergonomique réalisé dans votre établissement, on financera les investissements qui vont permettre de réduire ces troubles musculo-squelettiques. Dans votre secteur d'activité, vous pouvez aussi bénéficier de contrats de prévention. Donc, comme je vous le disais, là, c'est suite à un diagnostic réalisé par un préventeur de la CARSAT, où on va, à partir de votre évaluation des risques, regarder quelles sont les priorités en termes de mesures de prévention à mettre en place. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur les carrelages. Les carrelages antidérapants peuvent être financés dans le cadre de ces contrats de prévention, dans la mesure où ces carrelages reprennent les références qui sont préconisées par l'assurance maladie risque professionnel et que vous retrouvez sur nos sites internet. Voilà. Il faut quand même que ces lavages soient à la fois antidérapants et facilement nettoyables. Donc l'assurance maladie a édité une liste de carrelages qui étaient éligibles, qui répondaient à ces deux contraintes. Toutes ces aides financières, vous les retrouvez sur les sites des différentes CARSAT de vos régions. Alors, je vais parler en particulier maintenant de la subvention Covid qui a été mise en place le 18 mai 2020 par l'assurance maladie risque professionnel afin d'aider les entreprises qui ont ou qui auront des investissements conséquents à mettre en place pour reprendre l'activité et prévenir le risque Covid, et notamment les entreprises qui ont mis en place des mesures de prévention collective. Stéphanie Séjourné vous a parlé des principes généraux de prévention. Donc, on va aider d'abord les entreprises qui ont mis en place des mesures de prévention collective, je vais vous les citer, et puis on pourra prendre en charge éventuellement des protections individuelles, mais bien spécifiques. Donc, cette aide, donc, elle est disponible pour tous les investissements qui auront eu lieu depuis le 14 mars jusqu'au 31 juillet 2020, et les entreprises peuvent bénéficier donc de 50% de subventions par rapport à leur investissement. Alors, d'abord, les conditions d'éligibilité. Donc, je vous ai dit, donc d'abord, tous les secteurs d'activité sont concernés. Il faut que l'effectif de l'entreprise au niveau national soit de moins de 50 salariés pour pouvoir en bénéficier. Donc, on ne regarde pas l'effectif de l'établissement, mais l'effectif de l'entreprise au niveau du SIREN. Et il faut que l'entreprise soit bien évidemment à jour de ses cotisations URSSAF pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Donc, lors de la remise du dossier, on va vous demander une attestation URSSAF de moins de 6 mois qui va attester de ces conditions. Tous les secteurs d'activité sont, je vous ai dit, sont éligibles, sauf la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, où il y a d'autres dispositifs pour ces secteurs-là auprès de la CNRACL. Autre condition pour pouvoir bénéficier de cette aide, donc il ne faut pas avoir eu un contrat de prévention en cours ou clôturé depuis moins de 2 ans. Ça, ce sont des consignes qui nous sont données par le national. Il ne faut pas faire l'objet aussi d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire de la part de la CARSAT. En règle générale, vous le savez, hein, c'est-à-dire que votre taux de cotisation AT-MP a été majoré. C'est rare hein, dans votre secteur. Et puis, bien évidemment, il faut avoir mis à jour son document unique d'évaluation des risques. Au niveau, donc je vous disais, au niveau des investissements, donc on va financer 50% des investissements éligibles qui ont été réalisés ou qui vont être réalisés pendant la période du 14 mars au 31 juillet 2020. Il y a eu une question tout à l'heure, effectivement, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir au moins un investissement de 1 000 € hors taxe minimum pour pouvoir bénéficier de cette subvention. Ce minimum est ramené à 500 € hors taxe pour les travailleurs indépendants. Et le montant de la subvention sera plafonné dans tous les cas à 5 000 € par entreprise.
Donc, les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette aide, elles ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour nous faire parvenir l'ensemble du dossier complet. Alors, les mesures financées sont de 2 catégories. Tout d'abord, tout ce qui va permettre de mettre en place des mesures barrières et de distanciation sociale collective. Donc, le matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou d'autres collaborateurs, comme la pose de vitres, plexiglas, des cloisons de séparation. Tout le matériel qui aura été mis en place pour permettre de guider et faire respecter les distances physiques, comme les guides fils, les poteaux, les accroches murales. Bon, je ne vais pas toutes les citer, vous les avez sur la diapo. On va financer aussi le montage et le démontage et la location pendant 4 mois de locaux additionnels et temporaires pour respecter ces distances physiques. Et on peut aussi financer tout ce qui va être mis en place pour communiquer visuellement auprès des salariés ou des clients sur les mesures de protection, de sécurité à mettre en place dans le contexte Covid. Donc ça, c'est la première catégorie d'investissements qui sont éligibles. La deuxième catégorie, ce sont les investissements mis en place pour respecter les mesures d'hygiène et de nettoyage des mains. Donc là, on va pouvoir vous financer l'installation permanente de lavabos, de douches nécessaires pour justement respecter le nettoyage des mains. Et puis aussi tout ce qui va être installation temporaire, c'est-à-dire la location, la mise en place, l'installation et la location de toilettes et de lavabos supplémentaires. C'est vrai que c'est plus dans le BTP qu'on a affaire à ce type d'investissement. Et puis, on peut aussi financer les masques, gel hydroalcoolique et visière dans la mesure où au moins une mesure barrière de distanciation a été mise en place. Puisque notre métier, c'est quand même de privilégier la prévention collective par rapport à la protection individuelle. C'est ce que vous avez dit avec les principes généraux de prévention, Stéphanie. Alors, donc c'est ce que je disais, un masque, gel hydroalcoolique et visière sont financés uniquement si vous avez investi dans une des mesures barrières. Alors, il n'y a pas de montant minimum dans la mesure barrière. Et puis, il y a toute une série d'investissements qui ne sont pas éligibles, tout ce qui est jetable à usage unique. Les gants, les lingettes ne sont pas éligibles. Donc ça, c'est une décision au niveau national et toutes les CARSAT obéissent à ces directives. Donc les thermomètres non plus. Tout ce qui est matériel, équipement et produits de nettoyage et de désinfection des locaux, des surfaces et des linges, donc les machines à laver, etc., ne sont pas éligibles. Tout ce qui est dispositif de traitement et assainissement ou désinfection de l'air ne l'est pas non plus. Et tout ce qui est matériel informatique pour favoriser les visioconférences, etc., ne sont pas éligibles. Voilà, donc vraiment ce dispositif a été mis en place pour aider les entreprises qui ont mis en place des mesures de protection collective par rapport à… Et le petit plus, on va financer des équipements de protection individuels du type masque, gel hydroalcoolique et visière pour les entreprises concernées. Alors, comment bénéficier de la subvention? Donc, sur les sites CARSAT, que vous allez voir la diapo suivante, vous avez le formulaire de demande et que vous pouvez télécharger et qui est adressé à votre CARSAT, donc soit la CARSAT Midi-Pyrénées, soit la CARSAT Languedoc-Roussillon. Je vous ai mis le mail. Et on va traiter ce dossier de façon dématérialisée. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut l'envoyer avant le 31 décembre 2020. Alors, sur les 2 sites, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, vous allez retrouver les conditions d'attribution pour bénéficier de cette subvention de 50%. Donc, pour les TPE et pour les travailleurs indépendants, vous allez avoir le formulaire à remplir, la liste des pièces complémentaires à nous fournir. Donc, je vous ai dit l'attestation URSSAF,
Sur le formulaire, vous devez attester que vous avez mis en place votre document unique et mis à jour depuis moins d'1 an. On ne vous demande pas de nous l'envoyer. Vous devez aussi attester de ne pas avoir bénéficié d'une autre aide financière, notamment de la région, puisqu'il n'est pas autorisé de cumuler 2 types d'aides financières sur le même investissement. Sur les sites CARSAT, vous avez aussi un petit mode opératoire, comment faire remplir son formulaire pour être sûr que son dossier est complet. Je vous invite à le regarder. On reçoit beaucoup de dossiers. Actuellement, pour la partie Languedoc-Roussillon, on est à 1000 dossiers. 80% des dossiers qu'on reçoit sont incomplets. Donc, on est obligé de renvoyer puisque les personnes n'ont pas regardé toutes les pièces. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des pièces incontournables pour pouvoir prétendre à cette subvention. Sachez qu'actuellement, on est en Languedoc-Roussillon, il y a 200 dossiers qui ont été validés pour un montant d'à peu près 400 000 €. Donc, une fois que le dossier est complet, on les traite assez rapidement. En règle générale, les refus sur les dossiers, c'est parce que soit l'entreprise n'a pas atteint les 1 000 € hors taxe d'investissement éligibles, soit parce qu'elle nous fournit que des factures de gants qui ne sont pas éligibles, de gel, masque ou de visière qui sont éligibles seulement s'il y a une mesure barrière. Voilà, ce sont principalement les raisons de refus. Sachez aussi que les dotations financières pour les CARSAT, elles sont limitées. Donc, il nous reste encore des disponibilités. Mais donc, les premiers dossiers complets seront les premiers dossiers payés. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'étais trop rapide ou pas. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté quelques questions relatives à l'outil OIRA. Est-ce que vous pourriez préciser à qui s'adresse cet outil-là? Donc, on a compris que les restaurateurs étaient la cible. La question est de savoir, est-ce que ça peut s'adresser à d'autres publics? Oui, l'outil OIRA s'adresse, je dirais, à tous les secteurs d'activité qui étaient listés dans la première diapositive. Donc, il y a aujourd'hui une dizaine de secteurs d'activité. D'ici la fin de 2020, il y en aura 17 et on va aller progressivement jusqu'à 40 donc d'ici courant 2022. Donc, c'est pour les TPE et les PME. Ça ne s'adresse pas à une société comme Airbus parce qu'ils ont tous les moyens nécessaires effectivement pour réaliser de leur côté leur évaluation des risques. Mais je dirais une entreprise jusqu'à une centaine de salariés pourrait tout à fait, sinon faire la totalité de son document unique, du moins s'appuyer sur les outils OIRA pour vérifier que ce qu'ils ont commencé à réaliser était complet. Par contre, pour les entreprises effectivement de moins de 50, il n'y a aucun problème effectivement pour qu'elles fassent leur document unique directement sur OIRA et ça marche bien. D'accord. Oui, pardon. Savoir également que les services de santé au travail d'ailleurs ont une activité aussi sur ce dispositif avec un accompagnement qui vous permet de passer de la fiche d'entreprise au document unique, donc en complément de ces outils OIRA. Donc, vous êtes accompagné, je dirais, le cas échéant, pour ceux qui le souhaitent, par l'ensemble de vos partenaires sur ce sujet. Ok. Donc, pour un camping, pour de l'hôtellerie de plein air, il peut utiliser OIRA. Tout à fait. Pour un office de tourisme? Ça me paraît un petit peu plus compliqué dans le sens où il ne va pas se retrouver au niveau des secteurs, des étapes d'activité qui sont prévues dans l'outil. Effectivement, dans le camping, il va peut-être leur manquer quelques étapes en termes d'activité. On ne va pas forcément faire de la même façon l'accueil pour accompagner au bungalow ou des choses comme ça. Donc, il y aura des éléments davantage à rajouter par l'entreprise en elle-même, mais c'est tout à fait faisable, oui. D'accord. Mais ce sera un peu moins auto-porté, je dirais. Ok. Après, est-ce que vous pourrez rappeler la règle du cumul des aides? On a pas mal de questions sur ce sujet-là. Est-ce que vous pourriez les rappeler? Oui. Alors, sur les subventions prévention TPE, les entreprises, elles peuvent cumuler 3 aides. Chacune de ces aides, en règle générale, elles sont plafonnées à 25 000 €.
et peuvent demander en plus une 4e aide pour l'AFS Covid qui est plafonnée à 5 000 €. En règle générale, toutes les subventions TPE, on finance 50% des investissements. Par contre, après une subvention, un dossier de subvention TPE, l'entreprise a le droit de demander un contrat de prévention. Par la suite, elle peut demander aussi un contrat de prévention. L'inverse n'est pas toujours possible puisqu'il faut attendre, une fois qu'on a eu un contrat de prévention, 2 ans pour pouvoir bénéficier d'une subvention de prévention TPE. Voilà, parce qu'on estime que le contrat de prévention, on a déjà l'ensemble des risques de l'entreprise et on a pu subventionner des montants beaucoup plus conséquents. D'accord. Alors, il y a un participant qui précise que la Fédération de l'hôtellerie plein air met à disposition à ses adhérents un document unique complet, personnalisable et mis à jour. Alors, à mon avis, ça doit être un modèle parce que, comme le rappelait Stéphanie, ce document n'est pas unique puisqu'il dépend. Chaque entreprise a son propre document unique. Donc, il faut bien évidemment, il s'agit certainement d'un modèle, mais à adapter en fonction de l'organisation de votre entreprise, puisque bien qu'il y ait un accueil qui soit, par exemple, proposé dans chaque camping, la borne d'accueil va être différente, l'espace d'accueil va être différent, l'organisation va être différente. Donc, il faut vraiment bien adapter chaque document à sa propre structure, à sa propre organisation. Surtout, ça doit se faire en partenariat avec les salariés. Exactement. On rejoint un petit peu les questions qui avaient été posées peut-être au tout début et qui étaient axées pour cette partie, notamment sur le dépôt en fait, du DUER. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux répondre si tu es là. En complément, donc c'est vrai qu'il y avait une question sur le dépôt à la CARSAT ou oui, alors ça, en inspection du travail. Ça, pour nous, c'est clair que le document unique, la réglementation dit simplement qu'il doit être tenu à notre disposition lorsque nous venons soit chez vous, soit lorsqu'on vous le demande effectivement par courrier. Vous n'êtes absolument pas tenu de nous les envoyer de votre propre décision. On ne vous demande pas effectivement et on ne cherche pas à récupérer la totalité des documents uniques des entreprises. Par contre, vous devez le tenir à notre disposition lorsqu'on vous le demande, soit sur place, soit lorsqu'on vous demande de nous les envoyer dans le cadre, par exemple, d'une subvention prévention ou d'un contrat de prévention. De la même manière, l'inspection du travail, il ne faut pas leur envoyer le document unique. Même chose que pour la CARSAT, il faut qu'il soit présent s'il y a un contrôle. C'est ça, c'est un document qui reste au sein de l'entreprise et qui doit être à la disposition des salariés et également en cas de contrôle. Il y a une question de Laetitia qui voudrait savoir, elle a un seul salarié saisonnier, donc entre le 1er juin et le 31 juillet, et donc elle voudrait savoir si elle dépose un dossier en tant que travailleur indépendant ou en tant qu'employeur, donc en tant que TPE-PME de moins de 50 salariés. Donc, on demande que le dossier soit déposé en tant que travailleur, en tant que TPE. Nous, on va avoir dans nos outils que l'établissement a des salariés de temps en temps. Donc, effectivement, dans le cadre d'un dossier TPE. Alors, si l'attestation URSSAF, moins de 6 mois, on voit 0 salarié, l'entreprise nous envoie le contrat de travail de ce saisonnier pour qu'on puisse valider le fait qu'elle a au moins un salarié. Mais dans tous les cas, les établissements qui ont l'habitude d'employer des salariés doivent remplir un dossier TPE et non travailleur indépendant. Très bien. Donc, il y avait une question sur la validation par l'ensemble du personnel. Mais Guy, j'ai vu que vous aviez répondu directement sur le chat. Peut-être rappeler à ce moment-là à tous cette règle. Oui, c'est-à-dire que ce qui est prévu dans les textes, c'est que bien sûr le document unique soit fait de façon participative avec les salariés concernés. Il n'est pas prévu effectivement qu'il y ait un émargement ou quoi que ce soit sur le document, mais par contre que ça ait bien été construit avec les gens concernés. Et d'autre part, ces personnes doivent pouvoir consulter à tout moment l'évaluation des risques qui a été faite par rapport à leur situation de travail. Donc il faut leur tenir à disposition
Voilà. Très bien. Et je complète simplement pour dire que les salariés doivent être informés des risques auxquels ils sont exposés à leur poste directement, et donc les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre spécifiquement à leur poste. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, la médecine du travail propose un accompagnement sur le terrain pour lister les risques. C'est Florence qui nous dit ça. Oui, tout à fait. Tous les services de santé au travail, alors notamment dans votre secteur d'activité, ont une action en ce moment assez conséquente pour vous accompagner sur la mise en place des mesures nécessaires par rapport à la Covid. Ça, c'est spécifique. Ah, il y a un problème de son. Bon, ben, je vais peut-être finir. Donc, effectivement, les services santé au travail, le temps qu'ils se reconnectent. Oui, merci Sandrine. Les services santé au travail ont pour obligation de faire une fiche entreprise. Et d'ailleurs, avec un dispositif, bien dire on t'avait perdu, Guy. Le service en place. Et parce que tu as les mêmes informations. Donc, comme on t'avait perdu, j'ai pris le relais, excuse-moi. Tu as bien fait, tu as bien fait, vas-y. Donc, les services santé au travail doivent faire la fiche entreprise pour tous les établissements. Et cette fiche entreprise, elle est mise à disposition de l'employeur et elle peut l'aider à faire son document unique. Mais ce n'est pas le document unique de l'entreprise. Mais ça sert de base puisque le médecin du travail ou un intervenant en risque professionnel de santé au travail aura pu déjà faire une évaluation des principaux risques. L'évaluation des risques incombe à l'employeur et pas au service de travail. Ok, bah merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Vincent, est-ce que tu en avais noté au départ ou pas? Ou est-ce que, Moi, j'ai vu une question. On me demandait si les distributeurs de gel hydroalcoolique, ouais, c'était ça là qui manquait. Quand c'est en forme de totem, oui. Dans la catégorie mesures d'hygiène et de nettoyage des mains. Donc, c'est éligible. Par contre, si on veut rajouter après du gel, le produit gel et les masques, il faut une mesure barrière et pas seulement une mesure d'hygiène et de nettoyage des mains. C'est éligible, ces distributeurs. Je crois qu'on a fait le tour, en effet. Oui, on a fait le tour. Bon, bah, merci beaucoup. Eh bien, on va laisser la parole maintenant à Mélanie Sidos, donc, qui est responsable du service des DRSE à la CCI Occitanie et qui va vous présenter les différents accompagnements que la CCI propose justement aux entreprises pour vous accompagner dans ces démarches. Mélanie, à toi. Oui, bonjour à tous et merci Sophie pour cette introduction. Donc, je vais faire assez rapide parce que j'ai vu qu'on avait dépassé déjà de quelques minutes le temps initial de ce webinaire. Donc, juste pour vous dire qu'au niveau des CCI, on vous propose de vous accompagner dans les différentes démarches, que ce soit donc de la réalisation du DU ou de la mise à jour de votre DU. Et donc, en partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées, on a une série d'ateliers qui vous sont proposés pour la formation à l'outil OIRA. Donc, vous avez le listing à l'écran actuellement. Donc, entre début juillet, là on a mis les dates jusqu'à mi-octobre sur Tarbes notamment. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de votre conseiller sécurité local qui vous donnera toutes les informations pour pouvoir vous inscrire à ces ateliers OIRA. Donc, il y en a déjà eu en 2019 de réalisés. On relance une série d'ateliers en 2020. Voilà. Et ensuite, on a travaillé également collectivement à une proposition d'accompagnement sur le DU au niveau des conseillers sécurité. Et donc, vous avez à l'écran actuellement une proposition soit sur de l'appui à la rédaction du document unique, soit si vous avez déjà votre document unique, une aide à la mise à jour, notamment avec la crise sanitaire qui s'est déroulée. Et donc, on vous pose en moyenne, c'est un estimatif entre 0,5 jours pour une mise à jour et 1,5 jours sur de l'appui à la rédaction qui vous permet d'être accompagné progressivement jusqu'à l'élaboration de votre document unique.
Donc, pour ça, on vous fournira un délivrable qui vous seront proposés, une note récapitulative, un outil, une fiche matrice qui vous permettra d'évaluer les risques et un accompagnement sur mesure proposé par le conseiller sécurité. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, je vous propose là aussi de contacter le conseiller sécurité de votre CCI territoriale qui vous réexpliquera un petit peu la démarche et qui vous proposera un devis pour cet accompagnement-là. Donc voilà, c'est une harmonisation de l'accompagnement au niveau de l'Occitanie. Merci Mélanie. À ce moment-là, sur le PowerPoint, on pourra mettre à ce moment-là les coordonnées de chaque conseiller et de telle sorte à ce que les entreprises puissent les contacter. Tout à fait. OK. Eh bien, écoutez, on a terminé ce webinaire. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions avant de se quitter? Comme on vous le disait tout à l'heure, on prend notre temps. L'objectif, c'était de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, si vous en avez encore, on peut dépasser de quelques minutes pour pouvoir y répondre. Alors, est-ce qu'on peut faire des accompagnements des offices de tourisme? La question est posée. Est-ce que les conseillers peuvent accompagner des offices de tourisme, sachant que l'activité, c'est purement de l'accueil? Mélanie, tu veux y répondre? Je dirais tout dépend de s'ils sont mince, je vais y arriver, ressortissants CCI. A priori, oui, il n'y a pas de raison. Hubert Delamarre, notre collègue conseiller tourisme, répond que oui. François, il les accompagnera. En tout cas, il pourra les accompagner. Bon, écoutez, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci surtout aux intervenants. Merci à la CARSAT merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus. Merci d'avance d'être avec nous, à nos côtés, auprès de nos ressortissants pour les aider à accomplir ces documents uniques à travers ces ateliers collectifs, à travers de l'accompagnement tel que ce webinaire. Si on a d'autres demandes, s'il y a d'autres besoins, on s'adaptera pour organiser d'autres ateliers peut-être plus concrets sur l'OIRA via des webinaires si on n'arrive pas à répondre à la demande. Merci à Vincent pour d'avoir géré. Alors Sophie, juste avant de… N'oubliez pas, on a un petit questionnaire de satisfaction, donc on va arrêter l'enregistrement. On vous laissera 2 minutes pour le compléter. Vous aurez notamment l'occasion de vous inscrire si vous souhaitez être recontacté par votre conseiller. Et du coup, on a également des rendez-vous sécurité. Donc, on voulait juste vous présenter le programme avant de conclure. Voilà, je te laisse finir, Sophie. Non, vas-y, fini. Et moi, c'est fini. Donc, je vous souhaite une belle journée. On vous a mis les intervenants. Ça, c'est tous les liens utiles et les documents annexes qui vous seront communiqués comme convenu. Donc, en plus du replay qui vous sera proposé sur notre site internet. Donc, vous retrouvez tous les liens donc pour les outils qui vous ont été présentés et également l'ensemble des liens pour déposer votre dossier. Voilà. Et c'est le programme des webinaires qu'on fait on va dire sur un panel plus large. Là, on avait vraiment souhaité faire un webinaire spécifique sur votre secteur d'activité, donc professionnel du tourisme. On en propose également pour l'ensemble des ressortissants. Donc, on avait adapté notre programme sur l'actualité Covid en cette fin de premier semestre. Donc, on a déjà eu 2 webinaires, un vraiment plus spécifique sur le document unique. Le second était basé sur la responsabilité de l'employeur. Et donc, ce jeudi, on en a un sur les RPS. Et dans 15 jours, on propose un dernier webinaire sur tous les risques inhérents qui restent présents en plus du Covid. Voilà, je vous mets juste le détail pour la semaine, le webinaire de ce jeudi. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes. N'hésitez pas à contacter donc, votre CCI. Vous retrouverez le lien d'inscription sur le site internet.
Voilà, donc merci à tous pour votre participation. On va désactiver l'enregistrement.